Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Avant de recevoir Christophe Dickès, grand historien et spécialiste de l'œuvre de Jacques Bainville, nous recevons notre partenaire du jour, Jean-Louis Tremblay, bonjour. Bonjour Clémence. Journaliste au Figaro Magazine. Vous avez un article intéressant qui va sortir à nous présenter dans le Figaro Magazine. En fait, dans la prochaine livraison du Figaro Magazine, nous avons un beau reportage sur les cathédrales. C'est d'actualité. Oui, et un débat entre le général Pierre de Villiers et 4 jeunes, puisque vous savez qu'il a sorti, voilà, que j'ai animé, parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle Parole d'honneur, sous la forme de 45 lettres écrites à la jeunesse. À suivre donc dans le Figaro Magazine de ce week-end. Merci beaucoup. Merci. Vue de haut. Récemment, un politicien a cité à l'Assemblée nationale un grand connaisseur de l'histoire de France et de la politique étrangère. Je vous propose d'écouter, on en parle après. Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'une race, c'est une nation. Unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang et ceux des idées. La France est un isthme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Ainsi commence l'histoire de France de Bainville, et comme lui, nous pensons que l'immigration fait partie de la France et des Français. Et depuis toujours. L'immigration est un fait qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Et il ne sert à rien d'être contre. En effet, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre qu'ils fuient, pour une partie d'entre eux, à cause de la misère, de la persécution ou des événements climatiques. Vous avez sans doute reconnu Gérald Darmanin. C'était le 6 décembre dernier à l'Assemblée nationale, qui c'était donc l'historien Jacques Bainville. Sauf que il semblerait que notre ministre de l'Intérieur n'ait pas forcément bien interprété la pensée de Jacques Bainville. Alors pour mieux la comprendre, cette pensée, et même l'héritage du célèbre historien Jacques Bainville, qui était aussi géopoliticien, et c'est tout le sujet de cette interview, eh bien nous sommes avec Christophe Dickès. Bonjour Christophe Dickès. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Vous êtes historien, journaliste, vous avez consacré 10 ans d'études à l'œuvre de Jacques Bainville, spécialiste de la politique étrangère du Saint-Siège également, auteur de La monarchie des lettres chez Robert Laffont, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence aux éditions Perrin. Mais aujourd'hui, nous parlons de ces deux livres, Christophe Dickès, pardon, ça c'est votre nom, Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère aux éditions L'Artilleur. Alors, très intéressant, on va revenir tout de suite d'ailleurs sur le titre, les lois de la politique étrangère. C'est bien que Jacques Bainville a toujours cherché à s'inscrire dans le temps long, dans les permanences, et donc dans ces lois de politique étrangère qui ne changent pas, même si les politiques changent. On va en parler dans quelques instants. Et puis il y a ce livre également, Jacques Bainville, La monarchie des lettres, histoire, politique et littérature. Donc une édition que vous avez établie, et puis également votre préface, je crois, aux éditions Bouquin chez Robert Laffont. Exactement, c'est la fameuse collection qui réunit différentes œuvres. Et donc on a réuni en fait dans un gros volume quasi la totalité. Alors on n'a pas retenu l'histoire de France, parce que l'histoire de France est tout le temps rééditée. Elle est partout. Elle est partout. Elle est chez les bouquinistes, mais elle vient d'être encore rééditée pour la 100e fois ou 200e fois chez Perrin, dans la collection Tempus. Donc là, vous avez quasiment l'ensemble de son œuvre, avec des textes inédits, notamment en fait un petit cahier personnel qui était dans les archives de son fils Hervé Bainville, qui était une sorte de cahier de pensée qui était absolument inédit et que j'ai édité donc dans cette belle édition de la collection Bouquin des éditions Robert Laffont. Alors intéressant d'ailleurs, on pourra peut-être en parler, le fait que justement là on a quand même deux très beaux livres sur Jacques Bainville, sur lesquels vous avez à chaque fois travaillé, mais tout de même ça montre aussi peut-être un changement de mentalité par rapport à Jacques Bainville et cette école de l'action française. Et oui, c'est-à-dire que on m'aurait dit il y a 20 ans, j'ai passé ma thèse de doctorat en 2004. On m'aurait dit que j'allais publier du Bainville dans la collection Bouquin chez Robert Laffont. J'y aurais vraiment pas cru. C'est mon éditeur Christophe Paris donc qui m'a contacté et en fait la collection Bouquin
réédité du Barrès, du Daudet, elle a réédité Maurras également. Mais voilà, Bainville faisait partie de ces gens, de cette politique éditoriale qui montre que intellectuellement, en fait, en dépit des cris d'orfraie qui ont été poussés à la suite de la déclaration de Gérald Darmanin, Bainville reste une référence. Et il reste une référence. Alors, en fait, il a été un peu mis de côté, et j'allais dire presque à juste titre, dans toute la période d'après-guerre où le monde a été divisé idéologiquement. Et Bainville, c'est un géopoliticien, il se situe dans la tradition des westphaliennes, de la division européenne, des équilibres géopolitiques européens, et donc il ne concevait pas la division idéologique du monde telle qu'elle est apparue après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la chute du mur de Berlin, a complètement redistribué les cartes, et il ne serait pas étonné aujourd'hui de la politique d'Erdogan en Turquie, il ne serait pas étonné de la politique de Poutine en Ukraine, etc. Le retour des nations. Exactement, le retour des nations. Donc, il y a une nouvelle actualité de Jacques Bainville, et c'est extrêmement intéressant de le lire, mais ceci dans beaucoup de domaines. Sur Twitter, il y a le libraire de Nancy, Sylvain Durin, qui a publié un article qui a été publié dans Chronique. Chronique, c'est un recueil d'articles qui a été publié dans les années 40, et en fait plusieurs articles de Jacques Bainville ont été réédités par thème. Donc vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez la Russie à la barrière de l'Est, et vous avez Chronique. Et dans les chroniques, eh bien, il annonce le wokisme tel qu'on le vit aujourd'hui. C'est absolument incroyable. J'avais complètement oublié cet article, et il décrit un homme complètement déraciné, un Américain complètement déraciné, qui n'a ni filiation, ni frère, ni sœur, ni sexe. C'est absolument incroyable. Oui, mais c'est pour ça que moi aussi, en fait, en parcourant votre livre, j'ai réalisé quelle chance nous avions en fait d'avoir cette œuvre et de pouvoir finalement mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui grâce à ces lois, justement, les lois de Jacques Bainville. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant de vous recevoir aujourd'hui. Parce que vous le dites, Jacques Bainville, finalement, l'actualité redonne raison à Jacques Bainville, mais lui a toujours eu ces constantes. Et finalement, c'est nous qui peut-être le comprenons mieux et peut-être avons même besoin de lui aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Oui, même si ce n'est pas un théoricien. C'est-à-dire qu'il y a une nette différence entre l'œuvre maurassienne et l'œuvre bainvillienne. Oui. Bainville, en fait, est le plus maurassien, que Charles... idéologiste. C'est pas un idéologue du tout, d'où les lois d'ailleurs de la politique étrangère, la loi de continuité, la loi de dépendance, la loi des conséquences, les lois de l'histoire. Il veut sortir de l'idéologie. Maurras, donc c'est lui qui applique le mieux ce qu'on appelle l'empirisme organisateur de Maurras, qui est hérité de Sainte-Beuve, qui consiste à faire de l'histoire un laboratoire de l'homme politique. Et donc, un homme politique qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un médecin qui n'est jamais allé à l'hôpital. Donc, il doit connaître les précédents pour connaître les équilibres, pour connaître les conséquences des éventuels actes politiques que l'on peut poser dans sa politique étrangère. Donc en fait, c'est pas du tout un idéologue, c'est pas un théoricien, et donc quand on le lit, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'est pour ça que Darmanin a tout faux, parce qu'il sort complètement... Réglons le sort de Darmanin avant d'aller sur Jacques Bainville. Non seulement c'est un piètre orateur, mais en plus, c'est, si vous voulez, il fait un anachronisme. C'est-à-dire qu'il faut replacer l'histoire de France de Bainville dans son contexte, 1924, l'après-guerre, la volonté de définir une œuvre qui a été mise à mal, qui s'appelle l'œuvre France, qui a été mise à mal pendant la Grande Guerre. Et il y a aussi un article magnifique de Bainville qui s'appelle L'avenir de la civilisation, où il définit justement ce qu'est la civilisation, cette fleur fragile qui peut être détruite tout simplement. Et donc la phrase Bainville n'avait absolument aucune idée des mouvements migratoires tels qu'on les vit aujourd'hui. Il suffit de lire Jacques Dupaquier, qui est le grand démographe par excellence, Histoire de la population française, pour savoir que les mouvements migratoires tels que l'on les vit depuis 40-50 ans sont inédits dans l'histoire de France. Donc
il se trompe quand Bainville parle du fait que la France soit un composé. C'est une construction, un composé de plusieurs peuples, du peuple auvergnat, du peuple bourguignon, du peuple breton, du peuple artésien, etc. Donc c'est pas du tout dans le sens migratoire tel qu'il l'entend, tel que Darmanin l'entend. Voilà, donc on fait un sort à Darmanin, mais il est Védrine a cité Bainville, donc Védrine qui, je rappelle, c'est moins étonnant venant de Védrine. On peut peut-être tout de suite s'arrêter un petit instant sur Védrine, parce qu'évidemment, Védrine, c'est quand même une grande figure de notre politique, de notre représentation de politique étrangère. Et il se trouve que Jacques Bainville a quand même, peut-être, vous allez nous le dire, vraiment influencé aussi l'école de géopolitique française. Alors oui, mais au-delà de ça, si vous voulez, Bainville a très concrètement influencé le général de Gaulle dans sa politique étrangère, mais même un François Mitterrand, quand il tarde à reconnaître l'unité allemande qui se fait à nouveau, c'est tout simplement par réflexe géopolitique. C'est-à-dire qu'il a conscience et il a vécu l'époque d'une grande Allemagne et il sait ce que ça signifie. En fait, il y a une sorte de paradoxe. Je vous disais tout à l'heure que Bainville était en décalage par rapport à la division idéologique du monde entre le monde occidental des démocraties et le monde communiste. Sauf que là où il avait raison, c'est que l'Allemagne, pendant des années, elle a été séparée exactement comme il le souhaitait. C'est-à-dire que Bainville, en 1918, 1919, 1920, il appelle de ses voeux une division de l'Allemagne comme elle l'a été divisée avant 1870. Donc en soi, c'était pas une bêtise, même si, et c'était un des reproches que me faisait mon président de jury de thèse, c'est de souligner le fait que Bainville peut-être sous-estimait la force du sentiment national allemand qui a eu lieu à partir de 1870. Mais après... Parce que c'était pas justement ce qu'il craignait, le sentiment national allemand. Il craignait le sentiment national allemand. Il appelait de ses voeux cette division. Exactement, il appelait de ses voeux, alors non pas une division telle qu'elle a eu lieu en 1648 au moment des traités de Westphalie et de Münster, mais une division au moins sur l'Allemagne du Sud, une Allemagne de l'Ouest, une Allemagne rhénane au fond, et puis une Allemagne du Nord. Voilà, et il souhaitait retrouver des grands ensembles tels qu'ils avaient, tels que les pensait aussi notamment un Napoléon III. Jean-Louis Tremblay. D'abord, en préambule et rapidement, faire un petit sort à Darmanin, parce que Darmanin citant Bainville, c'est un petit peu comme Benzema citant Platon. Voilà. C'est à peu près aussi crédible. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous dites que, effectivement, que Jacques Bainville a été prémonitoire à bien des égards, certes. Mais ce qui est important, je crois, c'est de le resituer dans son époque. C'est un homme de son temps. Il est né en 1879. Il avait 20 ans à la belle époque. Évidemment, c'est ce qui domine à l'époque, le débat, c'est l'Alsace-Lorraine et la revanche. Donc, il y a chez lui une sorte de fascination, répulsion pour l'Allemagne, d'autant qu'il parlait la langue germanique, la langue de Goethe, qui est récurrente dans toute son œuvre, je dirais, historique et géopolitique. Je pense à l'histoire de France, c'est l'un des fils conducteurs. Cette construction de la France qui se fait effectivement par rapport à ses voisins d'Europe. Et c'est là où Gérald Darmanin, encore une fois, se trompe. Lorsque Bainville parle des migrations, des différents peuples qui viennent de l'Est de l'Europe ou du Nord, les Normands, les Vikings, ils parlent de peuples européens et non pas de migration transcontinentale. Donc ça, c'est véritablement un contresens de faire cette comparaison aujourd'hui. Mais en ce qui concerne l'Allemagne, j'aimerais qu'on y revienne parce que je crois qu'il y a dans l'AF, dans l'Action française, ce courant germanophobe qui confine parfois à l'aveuglement, à mon sens, c'est-à-dire notamment pendant l'entre-deux-guerres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, en fait, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut replacer Bainville dans son temps. C'est pour cette raison, encore une fois, que
l'œuvre de Bainville, c'est une œuvre de son temps, c'est pas une œuvre théorique. Chez Maurras, il y a énormément de théorie. Il y a un bréviaire de politique étrangère, il y a une pensée politique. Il n'y a pas ça chez Bainville. Il y a une analyse de la politique étrangère. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a une germanophobie, mais c'est une germanophobie en quelque sorte subtile. C'est-à-dire que, je crois que c'était Mauriac qui disait Bainville aimait l'Allemagne, il l'aimait tellement qu'il a souhaité diviser. Pourquoi ? Pour le bien des Allemands eux-mêmes, parce que il y avait une sorte de fatalité, de loi de l'histoire. À partir du moment où il y avait un corps germanique d'importance à l'Est, eh bien la France se situait dans une position à un moment ou à un autre, il y avait possiblement un conflit. Et donc Bainville est fascinant parce que j'ai peut-être pas insisté sur ce point, mais dès 1918, c'est-à-dire même avant le 11 novembre, c'est un article qui date du 8 novembre, qui a été, que j'ai mis dans l'édition Jacques Bainville, La monarchie des lettres, paru chez Bouquin, dans un article qui s'appelle Demain. Et Demain, point d'interrogation. Et dans cet article, il dit que l'Allemagne va se réveiller, l'Allemagne va être socialiste nationale. Ce qui est absolument incroyable quand vous y pensez, en fait. C'est-à-dire qu'il comprend que il va y avoir une déflagration entre, d'une part, le sentiment démocratique, socialiste, et d'autre part, le nationalisme de l'Allemagne, qui est un nationalisme existant. Le fameux coup de poignard dans le dos, la défaite volée, voilà. Donc, ce sentiment existe bel et bien chez Bainville. Oui, l'action française n'aime pas l'Allemagne, l'action française est contre l'Allemagne. C'est pour ça que quand l'extrême gauche, à la suite des déclarations de Darmanin, a fustigé Darmanin pour ses propos, c'est complètement idiot. Si vous voulez, vous parliez de la jeunesse tout à l'heure, avec le général de Villiers, il y avait un cercle des jeunesses bainvilliennes qui a pris naissance de son existence, qui s'est développé, le cercle Jacques Bainville, et le président des cercles de Jacques Bainville a eu la tête tranchée, en fait, par la Gestapo, avec une hache, en fait. Donc, traité de nazi Bainville, c'est un non-sens absolu. C'est d'une absurdité. Oui, c'est plutôt ce qu'on a tendance à entendre plutôt que le... Mais si vous voulez, oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une germanophobie. Et même, et c'est pour cette raison que je parlais de Mitterrand tout à l'heure. C'est-à-dire que Mitterrand, quand l'Allemagne est réunie en 1989, 1990, eh bien, il a un réflexe qui est un réflexe, j'allais dire, bainvillien, qui consiste à se dire, mais l'Allemagne ne peut pas se refaire parce que sinon, si vous me permettez l'expression, on va prendre cher. Oui. Voilà. Oui, en fait, c'est le lien justement que je voudrais faire, Jean-Louis, que je voudrais faire entre Jacques Bainville, l'historien, et Jacques Bainville, le géopoliticien. Je pense peut-être que cette germanophobie, en tout cas cette rivalité avec l'Allemagne, elle est due, et en tout cas il l'explique, Jacques Bainville très bien, enfin on lit à travers vos écrits, qu'elle est due aussi à la position géographique de la France par rapport à l'Allemagne. Et finalement, c'est ces constantes qui reviennent dans le sens où la carte, elle, ne sera pas modifiée. Et donc, il y a une loi de constance de chaque pays par rapport à l'autre. Exactement. Et ça, c'est... ça... En fait, Bainville se situe dans un courant de pensée qui est le courant en fait sorélien. Alors Albert Sorel, non pas le penseur raciste, mais Albert Sorel, l'historien. Sorel défend une vision réaliste de la politique. Et cette vision est en guerre, si je puis dire, avec une vision idéologique de la politique étrangère qui se développe tout au long, et romantique au fond, qui se développe tout au long du 19e siècle. C'est la carte de territoire en fait. Exactement. Et lui, il est réel politicien,
il se situe dans la tradition politique d'un Richelieu, d'un Vergennes, d'un Choiseul, tandis que, oui, il y a toute une idéologie qui se développe, mais qui s'assume au XIXe siècle et qui défend une vision démocratique du fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une vision démocratique des relations internationales. Et il pense que de tous les livres de Bainville, celui que je préfère, c'est son Histoire de 3 générations. Parce que dans cette Histoire de 3 générations, qui est écrite pendant la Grande Guerre, eh bien, il montre bien ce conflit entre les deux visions. Entre une vision napoléonienne, idéologique du XIXe siècle et la vision réelle politicienne dans la tradition de Richelieu. Jean-Louis Tremblay. Oui. Alors, sur Napoléon... il faut tout de même rappeler que c'est l'auteur de cette phrase « La politique d'un pays est dans sa géographie ». Oui. Donc, il n'est pas si éloigné de Jacques Bainville en cela. Napoléon est aussi un politicien apaisé, dans la mesure où il fait l'union du pays après les tumultes de la Révolution. C'est sa fameuse phrase de Vercingétorix à Robespierre « J'assume tout ». Ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de l'Allemagne, c'est que oui, vous avez raison, vous avez cité cet article du 8 novembre, il a prévu en un sens ce qui allait se produire, parce qu'il connaissait bien le peuple allemand. Mais d'un autre côté, c'est le même Jacques Bainville qui dit « la paix est trop douce, le traité de Versailles est trop doux pour les Allemands ». Et donc il s'inscrit dans le courant de l'époque ultranationaliste de la Chambre Bleue Horizon, l'Allemagne paiera. Oui, mais il dit « la paix est trop douce ». Pour ce qu'elle a de dur, trop dur pour ce qu'elle a de doux. C'est exact. Et donc, la phrase est importante. Et en fait, c'est tout le paradoxe. Tout le paradoxe, et c'est là, la paix est trop douce parce qu'elle ne sanctionne pas assez l'Allemagne. Et oui, il se situe dans cette lignée, mais la paix est trop dure en même temps. C'est-à-dire que, en fait, il reproche à la France de ne pas se donner les moyens de sa politique et d'être pieds et poings liés par la politique économique de l'Angleterre, dans la lignée de John Maynard Keynes, et encore une fois, ce qu'il aurait souhaité, et ce qu'envisage d'ailleurs le Quai d'Orsay un temps, on va dire en 1900, c'est Georges-Henri Soutou qui montre très bien cela dans La Grande Illusion, qui est ce livre paru chez Talandier sur la politique étrangère de la France pendant la Grande Guerre, et il montre bien que les bureaux du Quai d'Orsay, mais même des militaires comme Foch, eh bien, envisagent une politique bainvillienne de division de l'Allemagne, c'est-à-dire de faire en sorte de créer une forme d'état tampon à l'Est entre le corps allemand, le corps prussien, parce qu'on critique beaucoup le militarisme finalement prussien. avant les mouvements des nationalités de 1840. Exactement. Et donc oui, vous avez raison, mais c'est tout le paradoxe de l'œuvre de Bainville, c'est-à-dire qu'on lui reproche, et c'est ce que me reprochait encore une fois mon président de jury de thèse. Décidément, il avait la dent dure. Oui, il avait la dent dure, mais c'était François-Georges Dreyfus qui est venu énormément à ce micro, qui était un grand historien, et François-Georges Dreyfus estimait qu'il sous-estimait le sentiment national allemand. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, avec notre vision de l'Europe, on se dit que l'Allemagne, au fond, elle fait partie du pays. On n'est plus, du paysage, on n'est plus dans l'opposition absolument incroyable qui a existé tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle. Oui, mais est-ce que justement on n'a pas été trop naïf ? Est-ce qu'on n'a pas été trop naïf de ce côté-là également ? C'est la question qui se pose et on va y répondre, puisque l'intérêt aussi, c'est peut-être de tirer les grandes leçons de Jacques Bainville et d'essayer de comprendre mieux aussi ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Mais tout de suite, les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Christophe Dickès, docteur en histoire contemporaine, l'un des meilleurs spécialistes de Jacques Bainville. Vous avez dirigé la publication des œuvres parues sous le titre Jacques Bainville, La monarchie des lettres chez Robert Laffont, édition collection bouquins. De nombreux ouvrages. Vous êtes également spécialiste de la politique étrangère du Saint-Siège. Et donc nous parlons notamment de ces deux livres, Jacques Bainville, Les lois de la politique étrangère aux éditions L'Artilleur et Jacques Bainville, La monarchie des lettres, histoire, politique et littérature chez Robert Laffont, collection
bouquin. Je me permets de rebondir parce que je ne voudrais pas laisser Monsieur Tremblay sur sa fin. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un jour un auteur, un lecteur de Bainville lui a reproché de ne pas proposer autre chose, au fond, que la partition de l'Allemagne. C'est-à-dire que Bainville, on va dire de 1918 ou 1917 à 1923, pense que la division de l'Allemagne est possible. À partir de 1924, quand la gauche arrive au pouvoir et qu'elle signe le traité de Locarno en 1925, elle pense que ce n'est plus possible. Et donc, Bainville, en quelque sorte, se sent, comment dirais-je, non pas coincé, mais il n'a rien d'autre à offrir dans son analyse que cette partition qu'il a souhaitée, mais qu'il sait désormais impossible face à la marche allemande. Même si, selon le principe maurassien, tout désespoir en politique est une sottise absolue, il pense malgré tout, au début des années 30, que la nature, bien évidemment, est plastique. La politique est plastique. Et donc, on peut toujours agir sur son milieu. Et il revient aux hommes d'agir sur leur temps afin de changer le cours de l'histoire. Et par exemple, ça a été le cas notamment au front de ce qu'on appelle le front de Streza en 1935, qui a été un des moments où on pouvait faire une alliance entre la France, l'Angleterre et l'Italie, ceci pour contrebalancer la puissance hitlérienne montante. Mais ce front de Streza a volé en éclats à la suite de la politique étrangère de Mussolini en Éthiopie, mais aussi d'une conception idéologique aussi des relations internationales de l'Angleterre. Jean-Louis, vous souhaitez répondre ou pas? Oui, je reviens quand même... J'ai beaucoup de respect pour l'école de pensée, AF, Action française. Et quand je faisais mes études, j'ai des camarades qui étaient monarchistes et maurassiens. J'ai tout de même toujours eu un point de désaccord sur leur vision de l'Europe, qui est une vision où la France domine, mais qui n'a pas vu effectivement l'émergence de certaines nationalités et la possibilité peut-être de jouer des équilibres. C'est-à-dire que diviser pour régner, je ne pense pas que ce soit une politique en soi. La France seule au XXe siècle, je ne suis pas certain que ce soit véritablement une politique viable. Voilà. C'est un petit peu... à l'AF, il y avait aussi un courant anglophobe. Voilà, l'anglophobie était voilà, et c'est aussi le problème, parce que vous parliez du front de Streza en 1935, effectivement, mais c'était une alliance à trois, il fallait la faire avec l'Italie et l'Angleterre. Or, l'AF était aussi divisée. Alors, ce qui est intéressant chez Bainville, et en cela, je trouve qu'il se distingue de ses camarades de l'AF, c'est qu'il fait preuve, et vous le dites très bien dans votre conclusion, par rapport à eux, et quand on regarde les débats de l'époque, de pondération et de lucidité. Donc lucidité, c'est évidemment pour la géopolitique, et pondération dans les propos. Parce qu'il suffit de relire les débats de l'Assemblée nationale de 1935-1936, avec notamment les interventions de Vallat, et vous comprendrez que Jacques Bainville est un modéré. Et c'est pour ça qu'il est assez paradoxal dans le courant maurassien. Je ne sais pas si c'est propre à Bainville. C'est-à-dire que François Huguenin, dans son livre « À l'école de l'Action française », montre bien la complexité qui existait à l'Action française. Même René Raymond, dans ses droites en France, le montre. Et vous parlez d'anglophobie, Maurras était anglophobe. Et c'est Bainville qui lui a dit « Mais non, l'alliance anglaise est absolument essentielle pour contrer l'alliance, la triplice. Et donc, il est absolument nécessaire d'avoir l'Angleterre avec nous. » Voilà, ce qui est dit un jour n'est pas forcément vrai le lendemain. Il pense, au moment de l'occupation de la Rhénanie en 1923, que la France doit sortir justement du giron anglais, parce que l'Angleterre est beaucoup plus à l'aise en quelque sorte avec
avec le traité de Versailles que nous le sommes, et que les conséquences peuvent être dramatiques pour nous, elles le seront dramatiques. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas sortir Bainville de son temps. Son temps, c'est qu'il y a une domination de ce... C'est un peu comme c'est Casanova, je crois, qui disait cela, Jean-Claude Casanova, qui disait qu'au fond, l'œuvre bainvillienne s'inscrit dans ce conflit franco-allemand, un peu comme aujourd'hui on peut voir le conflit israélo-palestinien. Ce sont vraiment des frères ennemis, et ces frères ennemis semblent irréconciliables jusqu'au jour où finalement, après la plus grande déflagration mondiale de l'histoire de l'humanité, eh bien ces frères ennemis ont décidé de faire la paix et de construire l'Europe. Alors oui, il y a un décalage, et oui, en fait, je vais même aller dans votre sens. L'histoire de deux peuples, qui est un des livres majeurs de Bainville, alors qui comporte d'ailleurs beaucoup d'erreurs historiques, notamment donc l'histoire de deux peuples. Les deux peuples, c'est le peuple allemand et le peuple français. Sauf que si vous voulez, il parle d'opposition au Moyen-Âge, notamment entre le peuple allemand, entre guillemets, ou les peuples allemands et le peuple français. Sauf que les choses sont beaucoup plus complexes que cela, et que le conflit franco-anglais était beaucoup plus important à l'époque que ne l'était le conflit entre les Allemagnes et la France. Mais son histoire de deux peuples, eh bien, va être éditée en Allemagne, mais à 200 000, 300 000, 400 000 exemplaires. Pour justifier le nationalisme allemand, on mettait en avant le nationalisme français bainvillien. Donc ça va dans votre sens. Je voudrais revenir sur... parce que vous dites finalement que d'une certaine façon, Bainville, au XXe siècle, peut paraître un peu suranné dans certaines analyses, notamment donc cette rivalité franco-allemande. Dans le conflit Est-Ouest. Oui. Et vous rappelez tout de même que dans son livre Histoire de trois générations, finalement, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un temps où son analyse peut paraître surannée. Aujourd'hui, son analyse... est de nouveau pertinente. Bah oui, parce que c'est le retour des nations. Ouais, alors moi, je suis pas du tout un spécialiste de la géopolitique internationale, du conflit ukrainien, de la politique étrangère, de la Turquie, enfin du rôle de l'OTAN, même bon, si comme tout le monde, tout un chacun, je lis les journaux, mais pour revenir sur sa ligne à lui. Oui, c'est-à-dire que pour lui, il a une ligne qui consiste à prendre en compte les équilibres géopolitiques tels qu'ils ont été restaurés, en quelque sorte, après la division tripartite entre l'Est et l'Ouest, même si la bipartite entre l'Est et l'Ouest, même si cette division est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. Mais oui, c'est-à-dire que la chute du mur de Berlin et le retour des nations a amené un retour des équilibres géopolitiques et des tendances géopolitiques, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, cette volonté de la Russie, une forme de démesure, mais on peut l'appliquer aussi à la Turquie qui veut renouer avec sa grande politique étrangère. On peut l'appliquer aussi au Brexit. Alors que dire du Brexit, ouais. Effectivement, tout l'isolationnisme anglais apparaît ici avec une volonté de ne pas tourner les yeux vers ses voisins, mais vers soi dans une forme d'égoïsme national qui est un choix démocratique que je respecte, mais qui se situe en fait dans la tradition et qu'on a pu voir autrement. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Vous rappelez donc ce livre, Histoire de trois générations, que vous avez déjà cité de Bainville, et vous dites que là, dans ce livre, on voit bien que Jacques Bainville avait compris que les nations pourraient se dissoudre. Donc on est au XIXe siècle, qu'elles pourraient dans le futur se dissoudre dans une idéologie européenne, voire mondiale, et que pour lui, ces principes européens supranationaux lui semblaient des utopies.
c'est bien de le rappeler aujourd'hui, puisqu'on voit en effet, on a vu l'utopie du Covid avec la soi-disant solidarité européenne qui n'a absolument pas fonctionné. On a vu là dernièrement encore des exemples de partenariats commerciaux européens, normalement qui sont censés être privilégiés. Et là, absolument pas. On va signer des partenariats avec l'Australie pour les uns ou je ne sais plus quel pays, mais bref, toujours ne pas privilégier les partenaires européens. Donc on voit bien finalement l'échec d'un côté de l'Europe et puis la dissolution finalement de ces grands empires supranationaux. L'idée européenne, on la voit apparaître, se développer tout au long du 19e siècle par effectivement des grands idéologues. Et ces idéologues, il y a une forme, Bainville considère de fait comme une utopie ces constructions. Il croit aux nations, il croit aux États-nations, c'est extrêmement important et il voit comme une sorte de doux rêve cette idée. Alors certes, l'union économique et l'histoire européenne a fait en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre la France et l'Allemagne de 1900, des années de la CECA jusqu'à nos jours. Mais il pense, au-delà du conflit, on voit bien que les États européens, les États notamment des pays de l'Est, gardent une politique traditionnelle en bien des points, mais pas seulement les pays de l'Est aussi, on a parlé de l'Angleterre, on pourrait parler de l'Italie avec ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Jean-Louis Tremblay. Oui, je crois Votre dernière question. Votre dernier mot. En fait, Jacques Bainville est très très moderne. Et effectivement, si aujourd'hui il voyait ce qui se passe avec le retour des États-puissances que vous avez cités, Russie, Turquie, Chine également, Chine, États-Unis, il ne serait sans doute pas étonné. Et s'il avait lu ce qu'avait écrit Francis Fukuyama en 1990 à la chute du mur en disant la fin de l'histoire, qui prédisait la fin de l'histoire. Oui, il aurait écrit un livre pour répondre. Immédiatement démenti par les guerres de l'ex-Yougoslavie et le retour des nations, la dislocation de la fédération yougoslave, et par tout ce qui s'en est suivi. Donc oui, je crois qu'il est très moderne et qu'il a fait des émules dans certains cercles de la diplomatie. Vous parliez tout à l'heure d'Hubert Védrine. Oui. Je crois qu'Hubert Védrine croit aussi au temps long et distingue ce qui est intemporel de ce qui est conjoncturel dans l'histoire du monde. Voilà. Et est un adepte de la réelle politique. Et Bainville était un réaliste. Vous l'avez dit, était quelqu'un de lucide. Bainville était un réaliste. Et alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup de lui. Il disait au lendemain, donc 1918, on dit que la guerre ne rapporte rien à personne. C'est totalement faux. Elle a porté l'hégémonie des États-Unis sur le monde. Et c'est deux fois. Donc c'est tout à fait cela. Il n'aurait pas été surpris par les différents, les différentes velléités états-uniennes en Irak et effectivement je sors de la lecture du livre de Michel de Gégère, La mélancolie d'Athéna, où il met en avant le conflit entre la Chine et les États-Unis, et il le compare entre le conflit entre Athènes et Sparte. On y est. Tout à fait. Voilà. Je pense aussi à Renaud Girard. Je pense que Renaud Girard est un collègue du Figaro. Voilà, un de vos collègues. C'est un adepte de la réelle politique. C'est un adepte de la réelle politique et sa plume est toujours très éclairée. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Christophe Dickès. Je rappelle les références de ces deux livres qui sont réédités sur Jacques Bainville. Jacques Bainville, Les lois de la politique étrangère, édition L'Artilleur. Jacques Bainville, La monarchie des lettres, histoire, politique et littérature. Collection bouquins, édition Robert Laffont. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup à vous, Jean-Louis Tremblay. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.